Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Refuser la cruauté du monde. Le temps d'aimer est venu. C'est aux éditions du Rocher, on va en parler. Ça fait écho à beaucoup des actualités que l'on traverse en ce moment. En l'occurrence, aujourd'hui, le président de la République est sur le terrain à nouveau. C'est dans le Loir-et-Cher. La semaine dernière, il était dans le Bas-Rhin, dans l'Hérault. Il a été en partie hué, sifflé. Il y a eu des concerts de casseroles entre quelques encouragements. Est-ce que ce sont de bons modes d'action? Est-ce qu'il faut huer, siffler, organiser des concerts de casseroles en direction du président de la République? Il faut surtout un pays qui revienne au calme. C'est ça la vérité des choses. C'est un appel que vous lancez au président ou aux manifestants, là? Au président. Parce qu'au fond, tout ce chaos, tout ce désordre est suscité par la réforme injuste des retraites. Donc si l'on veut que le calme et le respect reviennent dans le pays, il faut absolument que la réforme soit retirée. Il est encore temps, après même la validation du Conseil constitutionnel, vous dites qu'il faut la retirer. Mais bien sûr. Quelles sont les raisons de maintenir cette réforme? Aucune. Premièrement, le président de la République avait dit qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ à la retraite. Il le fait. Deuxièmement, il y a une crise démocratique profonde puisqu'il n'y a pas eu de vote au Parlement. Troisièmement, il y a une crise de la démocratie, participative, puisque 90% des Français maintenant sont contre cette réforme. Et il y a eu une crise même de la démocratie sociale, puisque les partenaires sociaux n'ont pas été reçus pendant tout le long de la réforme. Donc on n'a jamais vu, je pense, dans l'histoire de la Ve République, un tel dysfonctionnement des institutions, et les contre-pouvoirs n'ont pas vraiment fonctionné. Alors vous êtes très sévère sur tout ce que vous venez de dresser comme constat. On va reprendre tous ces points un par un parce qu'ils sont très importants. D'abord encore un mot sur le mode d'action. On a vu hier encore des ministres dont les déplacements ont été empêchés. Oui. Même le ministre de l'Éducation hier soir en revenant à Paris qui est momentanément empêché de descendre du train après avoir dû modifier son programme. Il n'est pas le seul. Est-ce que vous dites, comme le président de la République, très bien, attention, on peut manifester, mais il y a de l'incivisme. Il disait même la semaine dernière, il faut sanctionner par exemple ceux qui procèdent à des coupures de courant. Autrement dit, est-ce qu'il y a une limite dans l'expression du mécontentement? Mais il y a une colère. Donc la colère, effectivement, conduit à certains excès. Mais ces excès s'expliquent par la cruauté des politiques qui sont conduites et par cette politique par la peur que les Français refusent. Donc vous voulez que le gouvernement récupère ce qu'il a semé, récolte ce qu'il a semé? Bien sûr, le gouvernement récolte ce qu'il a semé. Donc maintenant, que faire aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Il faut retirer cette réforme et rétablir le bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire un Parlement qui vote lorsqu'il y a des lois à voter, surtout des lois aussi importantes que celle-ci. Donc l'utilisation du 49.3 est aussi un élément très fort de la révolte des Français. Et au-delà de ça, ce pourquoi les Français se révoltent, c'est parce qu'ils sentent qu'il faut stopper ce déclin dans lequel la France est engagée, dans lequel la France est en train de basculer, et on a le sentiment très fort que s'il n'y a pas de résistance à l'égard de la baisse du niveau des retraites, alors que le contraire avait été promis, je le répète, c'est tout le reste qui bascule. C'est-à-dire, comme il y a un délitement des services publics et qu'il y a un effondrement à la fois des classes les moins privilégiées qui basculent à cause de l'inflation, les classes moyennes qui basculent à cause de la dégradation des services publics, qui concerne d'ailleurs tous les Français. Et donc ce sentiment très grave de déclin où les Français ne reconnaissent plus la France, et d'ailleurs ceux qui vivent à l'extérieur de nos frontières non plus. Regardez la presse internationale qui répète cette question toute simple que nous nous répétons tous, mais qu'est devenue la France? Où sommes-nous? Y a-t-il encore un président? Y a-t-il encore un gouvernement? Y a-t-il encore un Parlement qui fonctionne? Que devient la France aujourd'hui? C'est quand même gravissime. Vous venez d'employer le mot de cruauté. C'est dans le titre de votre ouvrage. Refuser la cruauté du monde, dites-vous. Ça revient à nombreuses reprises sur plusieurs thèmes. Qui est à l'origine de cette cruauté aujourd'hui? Est-ce que c'est du ressort du président de la République? Bien sûr, c'est du ressort du président de la République. C'est lui qui est cruel. Bien sûr, c'est le chef de nos institutions. La réforme des retraites est une réforme extrêmement cruelle. Et je décortique dans ce livre 30 ans d'observation de la vie politique. Je pense qu'il y a eu un basculement vers la cruauté politique au moment du confinement, puisqu'on a supporté cette comptabilité mortifère tous les matins, où on venait nous expliquer qu'il y avait tant de morts, pas un mot de condoléances, pas un mot de consolation, pas un mot sur les soignants qui sont nombreux. Vous savez, il y a plusieurs milliers de soignants qui ont perdu la vie en nous soignant. Il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu une commémoration nationale, rien. C'est-à-dire, c'est la présidence et la gouvernance par la peur.
les Français, ils ont pensé que ça allait marcher. C'est-à-dire qu'en nous faisant peur... C'est le président de la République. Ce gouvernement, mais même le ministre de la Santé, qui tous les matins venait nous faire cette comptabilité mortifère. Donc il y a une logique de sans doute conseillée peut-être par le McKinsey, je ne sais pas. C'est très courant, vous savez, ce genre de conseil coûteux, où on vous dit gouverner par la peur, annoncer le pire. Et si le pire n'arrive pas, comme ça, on vous en saura gré. Mais on a connu ensuite l'épisode des menaces de coupure de courant. Je raconte d'ailleurs dans mon livre, je rends public la circulaire, où il n'y avait... Au moment de l'appel à la sobriété énergétique, il n'y avait aucune raison de menacer les Français de coupure de courant. Quand j'étais ministre de l'Environnement, tous les ans, le PDG de EDF dit qu'il faut annoncer les coupures de courant, on ne sait jamais. Donc vous considérez que ce gouvernement gouverne par la peur? Il gouverne par la peur, bien sûr. Bien sûr, les Français ont peur. Aujourd'hui, ils ont peur du déclassement. Ils ont peur que leurs parents, leurs grands-parents n'aient plus de quoi vivre correctement au moment de l'âge de la retraite. Ils ont peur de ne plus pouvoir se loger. Ils ont peur de la dégradation de l'école. François Hollande a connu le terrorisme, Nicolas Sarkozy la crise financière. À chaque fois, quand un gouvernement est confronté à des crises, il est obligé de mettre en garde, de mettre en place des mesures. Il y a eu l'état d'urgence, il y a eu le sauvetage des banques par le passé. À chaque fois, il y a des mesures, à chaque crise. Mais ce que les Français ont compris aujourd'hui, c'est que la dégradation et le déclin étaient provoqués par une idéologie. C'est l'idéologie néolibérale. Pourquoi est-ce qu'on nous fait peur? Pourquoi est-ce qu'on nous fait peur pour les retraites? Honnêtement, il faut quand même être sérieux. On nous dit qu'il y a 12 milliards de déficit. Mais écoutez, il y a 100 milliards d'évasion fiscale. On a appris la semaine dernière qu'il y avait... Le gouvernement dit on va justement engager un nouveau plan contre la fraude fiscale et sociale. Eh bien, faisons-le avant de réduire le niveau des retraites. Il y a une... Vous voyez, on a appris... On va réduire le niveau des retraites. Il dit, Ségolène Royal, on va travailler plus longtemps aussi pour maintenir le niveau de pension. Non, si vous travaillez plus longtemps, vous perdez la surcote quand vous partez plus tard. Et donc, il y a une baisse du niveau des retraites. Il faut dire les choses très clairement. Mais il ne faut pas faire d'entourloupe en politique. Ce que les gens ne supportent pas, c'est les entourloupes. Vous dites aussi, dans votre livre, Ségolène Royal, pour bien agir, il faut prendre le temps de comprendre la France, de lui parler, de se faire connaître d'elle. Il se trouve que le président de la République, je le disais tout à l'heure, va sur le terrain. Dans une lettre qu'il envoie aux adhérents de son parti Renaissance, hier soir, révélée par Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI, il demande justement à ses ministres, à ses adhérents, d'être sur le terrain. Lui-même, il dit « je vais me réengager dans le débat public ». Est-ce qu'il ne va pas précisément dans la bonne direction? La direction du contact avec la population, avec le peuple? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il continue à différencier la foule et le peuple. Vous voyez, il y a une sorte de mépris pour la foule et le peuple. Et cette distinction, on la trouve dans Machiavel. Alors, il s'est beaucoup vanté d'avoir lu Machiavel, mais depuis, il y a eu la Révolution française. La Révolution française a réuni la foule et le peuple, justement dans l'insurrection pour avoir plus de justice. Il y a aussi l'allusion à Victor Hugo. Il dit, je vais au contact... une légitimité du peuple qui vote démocratiquement pour ses élus. C'est une mauvaise interprétation de Victor Hugo quand il dit cela. Pourquoi? Parce qu'il dit que la foule devient peuple lorsque le peuple accède à l'élection. Alors s'il considère, c'est très simple, pour que le peuple accède à l'élection, il faut un référendum. Là, vous avez une réforme de baisse des retraites sur laquelle il n'y a eu aucun vote. Donc c'est le grave dysfonctionnement des institutions démocratiques qui explique la révolte aujourd'hui. Et deuxièmement, les Français ont parfaitement compris qu'il y avait un choix idéologique qui consistait à leur faire peur pour qu'ils aillent vers les assurances privées. C'est 340 milliards d'euros les retraites. Donc les banques et les assurances attendent de mettre la main sur ce pactole. C'est un choix idéologique. Et comme on n'a pas eu au second tour de l'élection présidentielle un autre choix idéologique en face, au lieu d'avoir un président de la République qui dise « bon, j'ai été élu par beaucoup de Français, non pas par adhésion, mais pour faire barrage au Front National, donc je dois tenir compte de la diversité des opinions ». Et au lieu de faire ça, il s'est coupé des corps intermédiaires, puisqu'il n'a pas rencontré les organisations syndicales. Il les invite maintenant. Il n'a pas rencontré les élus locaux. Ils invitent maintenant, mais après l'adoption d'une réforme, pour parler de la suite par la du quinquennat, force, par le 49.3. Mais c'est pas sérieux. Sur le 49.3, Ségolène Royal, la Première ministre s'est exprimée il y a quelques semaines pour dire précisément qu'elle n'entendait pas recourir au 49.3 hors texte budgétaire pour la suite de la mandature. Le président de la République dans le Parisien a rappelé, ce n'est pas le président qui décide seul de l'utilisation du 49.3, c'est le ou la Première ministre. Est-ce qu'Elisabeth Borne a eu raison de dire j'exclus pour la suite le 49.3 hors texte budgétaire? Mais écoutez, ça n'a pas de... Pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est de retirer la réforme pour que le calme revienne. C'est insupportable, ce désordre. C'est insupportable pour les Français, c'est insupportable pour les petites et moyennes entreprises.
Pardon ? Sans retrait de la réforme, le calme ne reviendra pas pour vous. Le pays est condamné à l'agitation. Il y aura une colère rentrée, même si le calme revient, parce que c'est très difficile de faire grève. Tous les grévistes, ils perdent quand même des salaires. Et il y a l'inflation qui est là. Donc revenons aux urgences. Il y a tellement de choses à faire. Notre pays, la France, on a tout. On a tout, on a la culture, on a les paysages, on a le développement économique, on est la 5e puissance du monde, on avait les meilleurs services publics, on a tout pour être heureux. Mais cette dégradation... Et il casse, et méthodiquement, il casse tout ce qui marche. Il casse la santé, il casse l'éducation, il casse le fonctionnement démocratique, il casse les corps intermédiaires, il ne s'irrigue même pas des élus locaux qui ont quand même beaucoup de choses à dire, qui sont au contact des gens. Cette dégradation, c'est extravagant. Elle date de quand ? Vous parlez aussi dans votre ouvrage de la dégradation du lien citoyen entre le peuple et ses dirigeants. À sa manière, Marine Le Pen dit quelque chose qui est assez proche. Elle dit qu'il y a une relation toxique entre Emmanuel Macron et le peuple français. Est-ce que la dégradation, toute la dégradation que vous pointez, c'est depuis que lui est président de la République, ou est-ce qu'il est le comptable du bilan d'une dégradation plus ancienne ? Écoutez, vous avez vu que dans mon livre, j'évite de personnaliser. Parce que ce qu'il faut, c'est un éveil des consciences. C'est que les choses aillent mieux. Il y a eu des dévoiements de fonctionnement du pouvoir. Il y a eu des excès de pouvoir. Le pouvoir isole. Et donc, par rapport à ça, il y a 2 choses à faire. Premièrement, si on ne veut pas être isolé par le pouvoir, il faut s'entourer de gens qui ne vous ressemblent pas. Et là, on a l'impression que le pouvoir est fait de gens qui se ressemblent tous, qui pensent tous la même chose, qui pensent que la mondialisation libérale est la bonne chose, qui pensent encore que le ruissellement, c'est-à-dire enrichir les ultra-riches, va permettre d'enrichir toute la société. Ils en sont encore là, mais c'est extrêmement rétrograde. Et la seconde chose, dans l'exercice du pouvoir, il y a 2 façons de l'exercer. Soit on aime le pouvoir pour le pouvoir, et on finit par penser qu'on est le plus beau, le plus intelligent, et qu'à vous tout seul, vous connaissez la vérité et que vous allez l'imposer à tout le monde, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Soit vous aimez les gens qui vous ont donné le pouvoir. C'est pas pareil. Vous avez une responsabilité quand vous détenez le pouvoir. Vous n'êtes pas au service de vous-même. Le peuple n'est pas votre miroir grossissant. Mais vous doutez du le peuple, c'est lui. Et je dis à un moment dans mon livre, mais il faut aimer les gens qui sont différents de vous. Aimer vos semblables, dissemblables. C'est pas facile, ça. Mais si vous pensez, comme le fait Emmanuel Macron, qui est un homme intelligent, mais qui s'est entouré de gens qui pensent comme lui, et donc il n'a pas la diversité des opinions pour pouvoir comprendre à qui il s'adresse. Et comme il n'a jamais été élu, il doit s'entourer de gens de terrain, des gens de bon sens, des gens élus qui lui racontent la vie quotidienne. Mais ça fait qu'il n'est pas au service des Français, de votre point de vue aujourd'hui. Non, il n'est pas au service des Français. Il est au service de quoi alors ? Mais regardez l'état du pays. Vous allez dire que le président de la République est au service des Français. Regardez. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut être. Je vais vous dire même une chose. Je ne sais pas comment on peut être heureux quand on voit l'état du pays. Ou alors on pense que c'est quand les gens souffrent que ça va dans la bonne direction. Mais non. Il a la responsabilité de faire en sorte que le pays fonctionne. Il n'est que le dépositaire transitoire d'un pouvoir. Quand on est élu, on n'est que le dépositaire transitoire. On est au service des autres. Quand vous dites son entourage, vous pensez à l'entourage élyséen ou au gouvernement ? La Première ministre, par exemple, les oppositions ont dit elle doit partir. Elle a porté à la réforme des retraites. Son temps est passé. Il faut changer de Première ministre. Est-ce que ça apporterait quelque chose de faire un changement à Matignon ? L'enjeu est bien plus vaste que celui-là. Nous n'avons pas de projet de société. Vous voyez, c'est ça qui est extravagant. On baisse les retraites. C'est un projet de société, ça, de baisser les retraites ? On laisse dégrader l'éducation nationale. Baisse des retraites, c'était pas ce que dit le gouvernement, j'insiste. Il dit on va préserver, sauver notre système de retraite par répartition. Mais c'est pour ça que quand on ment, pardon d'utiliser ce mot-là, mais quand on ne dit pas la vérité, disons que c'est moins violent, quand on ne dit pas la vérité, le peuple comprend que c'est pas la vérité. Le gouvernement ne dit pas la vérité. Mais comment voulez-vous faire croire qu'on ne baisse pas les retraites, puisqu'on allonge la durée de côté, on repousse l'âge de départ. Donc ceux qui partaient avant 62 ans, s'ils partent à 62 ans, ils vont avoir une décote. Donc on baisse la retraite. Est-ce que l'on veut un système à l'américaine où effectivement les personnes de grand âge sont tous, il y a énormément de misère, et même les salariés, les ouvriers, les employés, les cadres, ils méritent qu'on modifie comme ça en cours de route leur contrat de travail, parce que c'est ça qui est très violent. C'est-à-dire un texte qui est imposé, même sans vote au Parlement, sans négociation avec les organisations syndicales. Je note d'ailleurs au passage qu'en Allemagne, il vient d'y avoir un accord avec toute la fonction publique, avec une hausse très importante des salaires pour aligner sur l'inflation. Je ferme la parenthèse, parce que là, on a un dialogue social qui fonctionne. Mais donc, si les gens voient ça, ils se disent, mais on nous ment. Et quand en plus vous avez une première ministre qui vous dit que les prix baissent, alors qu'aujourd'hui, Adrien Gindre,
Est-ce que vous pensez qu'on est encore en France lorsque, dans les grandes surfaces, et ça fait vraiment mal au cœur de voir ça, il y a les beefsteaks qui sont sous antivol. Mais le président reconnaît que jusqu'à l'été, ça va être difficile. Les beefsteaks sous antivol en France. Il le dit. Il dit jusqu'à l'été, effectivement, les prix alimentaires, ça va être dur. Sauf qu'il dit, lui, aux entreprises de faire des augmentations de salaire. Il leur envoie la balle. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire les patrons ont une part de responsabilité aujourd'hui à prendre? Un président de la République qui vous prédit encore le pire, c'est ce que je disais tout à l'heure. On vous prédit le pire, demain sera pire. Ah non, ça va pas. Mais il a des pouvoirs, le président de la République. Premièrement, il peut bloquer les marges, notamment de l'industrie agroalimentaire qui est hyper concentrée et qui aujourd'hui s'enrichit. Vous trouvez normal que l'industrie agroalimentaire s'enrichisse alors qu'il y a de l'inflation et la France, mais oui, il faut faire l'économie dirigée. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont fait le choix du néolibéralisme, c'est-à-dire la privatisation à tout va. Regardez à quoi ça conduit. C'est que ceux qui sont en position dominante, comme les industries de l'agroalimentaire hyper concentrées, comme la grande distribution hyper concentrée, et nous sommes les seuls en Europe, les seuls, à avoir des structures aussi concentrées qui imposent leurs marges et qui imposent leurs prix aux agriculteurs et aux producteurs. Que doit faire aujourd'hui, mais d'urgence, là, aujourd'hui, le gouvernement, le président de la République, il doit bloquer les marges. Mais c'est pas au patron d'augmenter les salaires, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils disent à l'industrie agroalimentaire, aux grandes surfaces? Excusez-nous de vous demander pardon si vous pouvez baisser de quelques centimes les prix. Mais on est où, là? Il n'y a pas besoin d'avoir d'État. L'État, c'est un rapport de force, c'est-à-dire un rapport de force au sens où on impose l'intérêt général contre les intérêts particuliers, surtout quand il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos de la crise. Donc le pouvoir en place a des outils. Vous demandez davantage d'outils. Vous avez également, je le disais tout à l'heure, été ministre de l'Environnement, de l'Écologie. Il se trouve que le président de la République en parlait également hier dans le Parisien. Il annonce, je cite, la restauration écologique de nos écoles, un grand projet avec un financement pour les communes, la végétalisation des cours d'école pour aussi éduquer nos enfants dès le plus jeune âge. Vous dites dans votre livre que la planète est en état de pré-destruction. Est-ce que vous saluez malgré tout ces mesures annoncées par le président? On en a assez des annonces. On veut des actes. Il n'y a jamais autant de régression. Il y a eu des reculs, d'ailleurs, il y a eu des condamnations par les tribunaux contre l'inaction du gouvernement français. Il avait promis l'arrêt du glyphosate, c'est pas fait. L'arrêt des néonicotinoïdes, c'est pas fait. L'arrêt des centrales à charbon, ils rouvrent les centrales à charbon. Ils ont supprimé le crédit d'impôt de transition énergétique qui permettait aux Français de faire des travaux d'isolation énergétique en ayant une baisse d'impôt. Ils ont supprimé les territoires énergie positive qui permettaient à toutes les mairies de faire les travaux d'isolation sur tous les bâtiments publics. Ils n'auraient pas arrêté ça. Aujourd'hui, on aurait 70% des bâtiments isolés. Est-ce qu'il y a des choses de bien qui ont été faites, Ségolène Royal, depuis 2017? À vous entendre, tout n'est que bilan négatif ces dernières années. Sur les points que vous évoquez, oui. Sinon, les Français ne seraient pas dans la rue. Les Français ne condamneraient pas à 70%, et sans doute plus d'ailleurs, les décisions qui sont prises. Et alors comment malgré la fatigue, malgré le Covid, malgré l'inflation, malgré l'effondrement des services publics, les Français revendiquent encore. Mais c'est extraordinaire. Je vais vous dire, c'est quand même extraordinaire de voir que des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, on garde encore l'énergie pour dire on veut autre chose. On veut une France qui soit au niveau de ce que l'on attend, de ce que l'on a le droit d'attendre de notre pays. Vous avez dit retrait de la réforme, c'est une chose. Vous avez dit référendum. Le président de la République, il dit aussi je vais m'attacher à une réforme des institutions. On a testé la Convention citoyenne sur le climat d'abord, sur la fin de vie récemment, dont le résultat est davantage salué. Est-ce que c'est là que se trouvent les bons outils pour renouer ce lien avec les Français? Non. Pourquoi la réforme des institutions, c'est toujours un tour de passe-passe. Parce que pendant qu'on discutaille, les problèmes concrets restent là. Il faut prendre les problèmes un à un et les régler. On vient d'en voir quelques exemples. Il faut remettre d'urgence à niveau les services publics de l'éducation et de la santé. Et combattre l'inflation, c'est possible. Et la réforme des institutions, ça a toujours servi d'échappatoire, comme les lois sur l'immigration. Hop, on change de sujet. Et hop, tapis rouge pour le Front National en mettant une loi sur l'immigration, c'est scandaleux. Ou hop, tapis rouge sur la réforme des institutions en créant des bidules alors que les institutions françaises ne fonctionnent pas. Mais non, je vais vous dire... Mais il ne faut pas agir sur l'immigration, par exemple, Ségolène Royal? C'est pas un sujet d'urgence? Il ne faut pas en faire un sujet de diversion et un sujet d'exploitation politique. On nous avait dit qu'à la loi précédente, tout allait être réglé. On manque de moyens, ça c'est sûr, pour appliquer les obligations de reconduite à la frontière. Faisons déjà ça avant d'agiter un débat parlementaire qui ne profitera qu'à l'extrême droite. Et sur le reste, sur la réforme des institutions, c'est vrai que la présidentialisation, lorsqu'elle est mal utilisée, conduit à l'exercice solitaire et dangereux du pouvoir. Ce n'est pas la priorité.
c'est pas sans doute faut-il Juste un passer à mot. une 6e République, mais je vais vous dire, il y a deux façons d'habiter les institutions. Soit on les habite dans un esprit d'équilibre des pouvoirs, soit on les habite dans un esprit d'excès et d'abus de pouvoir. Ségolène Royal, je vous écoute depuis 20 minutes et on va conclure là. C'est un discours d'opposante politique, pas de simple observatrice de la vie politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une opposante politique à Emmanuel Macron? Je suis pour que le pays aille mieux. Vous voyez, et s'il m'a pris... Parler et écrire, c'est déjà agir. Et moi, j'ai donné plus de 30 ans de ma vie à la politique. Et quand je vois ce que devient la France et la dégradation de l'exercice même du pouvoir, je me dis que peut-être que parler va réveiller les consciences, va élever les consciences et va permettre de rétablir la paix sociale pour que les Français se remettent au travail, envoient leurs enfants à l'école, sachent qu'ils vont se faire correctement soigner dans les hôpitaux publics et reprendre le chemin du progrès social. Et refuser donc la cruauté du monde, c'est le titre de votre ouvrage. Merci beaucoup, Ségolène Royal.